Vous écoutez France Culture. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Le Grain à moudre d'été, une émission préparée avec Céline Leclerc, Cyril Baer, Élodie Cousin et Nathan Marronneau, à la réalisation Anne-Laure Chanel, à la technique Juliette Delperroux. Pesanteur, rigidité, lourdeur, les adjectifs ne manquent pas ces derniers temps pour décrire une France engluée dans la crise économique. Les élus, de droite comme de gauche, les différents experts qui s'expriment dans les médias sont formels. Endettement, corporatisme et état social sont trop coûteux et sont les mamelles de cette crise. Nous sommes sur une trajectoire qui est économiquement, socialement et financièrement non soutenable, martèle le rapport Quelle France dans 10 ans remis au président de la République le 25 juin dernier par l'économiste Jean Pisani-Ferry. Quelques chiffres sont répétés à satiété pour mesurer le mal. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A progresse inexorablement. En juin, il s'est établi à 3 398 000 chômeurs. La dette publique enfle elle aussi et titille les 2000 milliards d'euros, 1985 milliards 900 millions pour être précis au premier trimestre 2014, soit 93,6% du PIB. La barre symbolique des 100% n'est pas loin. Le tout sur fond de croissance atone, d'encéphalogramme plat pour l'activité française. Le PIB ne progresse pas. On a donc un discours majoritaire de bon sens qui débouche sur une idée simple. La dette publique grève la croissance. Or, pour réduire cette dette, il faut s'attaquer aux dépenses, la colonne recette fiscale n'étant plus envisagée. Et la plus grande marge de manœuvre a été trouvée du côté de l'État social. Mais est-ce vraiment l'État social qui bloque la France ? Eh bien, c'est la question du grain à moudre d'été ce soir. Et pour en discuter, 3 économistes autour de la table, enfin 2 autour de la table et 1 en duplex. Christophe Rameau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un économiste atterré, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et vous enseignez à l'Université Paris 1. De vous, sur le sujet de ce soir, on peut lire L'État social pour sortir du chaos néolibéral. C'était en mars 2012 aux éditions Mille et une nuits. En face de vous, Jean-Yves Archer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du cabinet Archer, vous êtes donc aussi économiste et on vous lit régulièrement dans les Échos. Et on peut lire aussi de vous Crise économique, vérité et perspective, c'est chez Anne Rideau et ça a été publié cette année. Voilà. Et en duplex depuis Rennes, Pierre-François Gouiffès, bonsoir monsieur. Bonsoir. J'en profite pour remercier les équipes de France Bleu Armorique qui vous accueillent dans leur studio. Vous, Pierre-François Gouiffès, vous êtes maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris, expert notamment des finances publiques. On peut lire de vous L'âge d'or des déficits, 40 ans de politique budgétaire française. C'était à la documentation française il y a tout juste un an, puisque c'était en août 2013. Alors, on a dressé cet état des lieux qu'on connaît bien maintenant, malheureusement, j'ai envie de dire, puisqu'on nous le répète assez régulièrement, d'une France bloquée, sclérosée. Alors d'abord, peut-être une première question, tout simplement sur ce diagnostic. Les chiffres cités paraissent toujours irréfutables, mais faut-il vraiment partir de ce constat que la France est bloquée ? Est-ce que c'est une bonne hypothèse de travail ? Alors, qui est-ce qui veut répondre en premier ? Pierre-François Gouiffès, peut-être ? Je pense qu'on est dans La France est en stagnation économique depuis 2008. Donc, puisqu'on a à peu près retrouvé le niveau du PIB qu'on avait avant, effectivement, la crise de septembre 2000, la crise Lehman. Et donc, ça fait une séquence absolument unique de stagnation dans l'économie française, avec parallèlement une augmentation très forte de la dette publique pendant cette période, qui a passé des seuils. Et également une augmentation assez forte de la dépense publique, puisque la dépense publique, elle a progressé en France par palier, chaque fois au moment d'une récession importante. Donc on est passé d'un régime de 52-53% du PIB en dépenses publiques qu'on avait depuis la récession de 93 à un régime à 56-57%. Et parallèlement, vous avez effectivement, ce que vous avez dit dans votre introduction, une augmentation assez forte du taux de chômage, donc qui donne effectivement ce paysage un petit peu négatif. Et d'ailleurs, dans les actualités à l'instant que vous aviez sur France Culture, il y avait les difficultés du secteur du bâtiment,
où effectivement on a une situation d'inadéquation entre une demande de logement importante et une offre qui n'arrive pas à s'exprimer. Donc Le effectivement, logement ça qui fait donne... partie du rapport des priorités du rapport Pisani-Ferry avec l'éducation et l'État social, c'est de ça qu'on va parler principalement. Donc ça donne cette image générale, sachant qu'effectivement, je pense qu'il faut toujours mettre des éléments de comparaison par rapport à nos voisins. Alors, on a le benchmark très fort par rapport à l'Allemagne, qui était dans une situation qui n'était pas très brillante il y a une dizaine d'années, mais qui est vraiment, entre guillemets, fait la course en tête, une dette publique inférieure à 60% du PIB. Et également, parallèlement, des économies du sud de l'Europe qui sont passées par des phases de récession beaucoup, beaucoup plus dures que celles qu'a connues l'économie française et qui, pour certaines d'entre elles, et assez partiellement, redonnent des signes d'amélioration. Donc globalement, on a une situation d'une économie française qui est un petit peu engluée dans la stagnation, qui n'a pas connu un décrochage aussi violent que l'économie espagnole, italienne, pour ne pas parler de la grecque ou de la portugaise, mais qui a du mal également à redémarrer. Ça donne un peu ça quand même l'image générale, d'où effectivement la morosité ambiante que vous avez citée. Alors Christophe Rameau, voilà, le diagnostic est posé. C'est un bon diagnostic, selon vous ? Écoutez, la dette publique française, on est vraiment dans la moyenne de la zone euro. On est en dessous des États-Unis. On est largement en dessous du Japon, qui a plus de 200% de dette publique. Bon, il faut savoir que quand on dit que la dette publique est proche maintenant de 100% du PIB, c'est pas faux, bien entendu, en soi, mais ça ne veut pas dire que on va rembourser. On met en rapport, si vous voulez, deux éléments qui sont en fait qui ont peu de rapport. Une dette qu'on va pas rembourser du jour au lendemain. Quand vous êtes un ménage, vous pouvez tout à fait avoir un taux d'endettement supérieur à 100% de votre revenu annuel, c'est-à-dire de votre PIB. C'est pas un mal en soi. Vous avez acheté une maison. Bon, l'État, c'est encore moins un mal que l'État n'est pas mortel, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de rembourser sa dette à l'instant T. Il peut faire courir sa dette comme font toutes les grandes entreprises. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que la dette est soutenable ? C'est ça la question qui se pose. Bon, alors le diagnostic que moi je pose, c'est que en fait, la raison pour laquelle les dettes publiques se sont creusées, c'est pas en raison de l'excès de dépenses publiques, c'est exactement l'inverse. On a fait de l'austérité budgétaire, on a fait de l'austérité salariale. Tout ça a plombé l'activité, a contracté le PIB. Et je vous invite à, quand vous raisonnez, quand vous discutez sur les ratios de dette publique ou de dépenses publiques, à toujours faire très attention au dénominateur. On rapporte ça au PIB. Or, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce qui joue un rôle majeur dans l'évolution, soit de la dépense, soit de la dette, c'est l'évolution du dénominateur. Plus précisément, en fait, ce qu'on a enregistré ces 30 dernières années, ça s'est bien entendu amplifié avec la crise, on a eu tendance à contracter la dépense publique. Dans le même temps, l'évolution de la dépense publique, là je parle en volume, c'est-à-dire que la dépense publique a continué à augmenter, mais de façon moins importante qu'auparavant. Dans le même temps, on a fait de l'austérité salariale. Résultat des cours, ça a contracté l'activité, puisque on y reviendra, j'espère, à l'occasion. On verra que la dépense publique, c'est très très productif en fait. Bon, ça a contracté l'activité, et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc la contraction de l'activité était plus importante quelque part que la contraction de la dépense. Et donc vous avez un ratio de dépenses finalement malgré tout qui augmente, alors que vous avez fait de l'austérité budgétaire durant les 30 Glorieuses. La dépense publique augmentait très fortement. Et pourtant, quand vous regardez le ratio dépenses publiques sur PIB, c'est quasiment stable durant toutes les 30 Glorieuses. Pourquoi ? Parce que justement, il y avait un effet d'entraînement. Même le FMI l'a reconnu dernièrement, il y a plus d'un an maintenant, le FMI a reconnu qu'il y a ce qu'on appelle un effet multiplicateur, c'est-à-dire que la dépense publique permet d'augmenter le PIB. Alors Jean-Yves Archer, j'avoue que j'avais posé un peu cette question de manière un peu maligne. Je savais qu'on n'aurait pas d'accord sur cette question de la dette. Voilà, j'aurais quelques commentaires entre Pierre-François Goueffas. Évidemment, je vous redonne la parole très très bientôt, Pierre-François Goueffas. Mais voilà, et en fait, c'est juste que c'est vrai que quand on fait une émission, et après on ira plus précisément dans la question de l'État social, quand on fait une émission sur l'économie, on est toujours frappé de voir que, on n'a même pas d'accord sur quelque chose qui pourrait paraître aussi simple du rôle de la dette publique dans l'enlisement ou non de l'économie et en l'espèce de l'économie française. Et ensuite, donc, alors, à ce moment-là, pourquoi aller s'en prendre à l'État social ? Si on n'est même pas d'accord sur le fait que la dette soit un problème, pourquoi essayer de la réduire en s'en prenant à l'État social qui, après tout, permet de soutenir un certain nombre de ménages et notamment des plus modestes. Mais voilà, sur cet état de fait, Jean-Yves Archer, alors, il y a deux choses. La première, je ne suis pas très éloigné de ce que vient de dire M. Rameau. Mais il y a un point très important, c'est le mot soutenabilité.
pour l'instant, on s'inquiète tous, et ça paraît logique, parce qu'on voit arriver la dette elle est entre 95 et quelque chose, enfin bon, elle n'est pas loin de 100%, donc symboliquement, pour l'opinion publique, ça va être terrible. Quand les Français vont se réveiller un matin en se disant on a 100% du PIB qui est en dette publique, forcément, ça aura un impact. Bon. Mais ça, c'est une chose. Et à côté de ça, et ça représente donc, comme vous le savez, tous à peu près 2000 milliards d'euros. Moi, ce qui me gêne plus, c'est une maladie que j'ai eue quand j'étais commissaire aux comptes. Personne ne parle des engagements hors bilan de l'État qui sont à 3200 milliards. Ce qui veut dire qu'on Est-ce a que vous en pouvez fait... nous éclairer, parce que je n'ai jamais été commissaire aux comptes. Eh bien, je vais prendre un exemple en une seconde, vous allez voir. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous parlez de la dette avec votre voisin de palier, vous pouvez lui dire, voilà, on a 2000 milliards d'euros, et c'est effectivement pas loin de 100% du PIB, mais vous pouvez aussi lui dire que le total, c'est 5200 milliards si on prend le hors-bilan. Ça correspond, je vous dis tout de suite, pour qu'on soit vraiment joyeux ce soir, à 18 années de pression fiscale. Donc la France est endettée... Vous mettez quoi dans le hors-bilan ? Alors justement, dans le hors-bilan, on met différentes choses. Une chose essentielle, et qui n'est pas contestable, enfin pas dans mon esprit évidemment, c'est les pensions à venir des futurs retraités de la fonction publique. C'est très contestable. C'est l'État employeur. C'est l'État employeur, c'est assez logique qu'on mette ça là-dedans. C'est pas bon. En revanche, ce qui est beaucoup plus gênant, c'est les engagements et cautions que l'État donne. Je vais vous prendre un exemple. Actuellement, l'UNEDIC est très endetté. C'est une structure qui n'a pas de colonne vertébrale financière suffisamment solide, donc elle demande une caution à l'État. Bon, ça, c'est typiquement, et ça rentre typiquement dans le hors-bilan. Deuxième remarque rapide, et j'ai terminé, on a le fameux dossier Dexia. Dexia, actuellement, coûte encore, on dit 50, 80, enfin, on ne sait pas. Mettons 50 millions d'euros par Donc mois. la banque Dexia qu'il faut refinancer, parce qu'on est toujours un peu, juridiquement, le terme n'est pas exact, on n'est pas en déconfiture, mais enfin, on est en situation très périlleuse, et il faut que l'État vienne. Et ça ne rentre pas dans la dette maastrichtienne, ça ne rentre pas dans la dette primaire, ça rentre dans la dette hors bilan. Et ça, je pense qu'on a un déficit démocratique en France, on ne connaît pas bien le hors bilan. Et je pensais que c'était déjà suffisamment compliqué de faire une émission avec une dette en tête, mais s'il y a 3 dettes à prendre en compte, c'est vrai que... C'est le cas, c'est le cas. Très bien. Alors Pierre-François Gouiffa, sur ce qui vient d'être dit. Moi, ce que je voulais seulement dire sur la dette publique, c'est la question de la dynamique, quand même. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est à peu près à 100% de dette publique, et il y a des pays qui sont à... moins ou plus, les États-Unis sont à 90, le Japon à 230, la zone euro est à 92, donc globalement. Par contre, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'en 1974, la dette publique française, c'était 15% du PIB. Donc on est passé d'une situation où on était à 15% du PIB à une situation où on est à 95 ou 100%, ça dépend. Et pendant toute l'histoire de la zone euro, la dette publique française était inférieure à la moyenne de la dette publique de la zone euro. Donc on est rentré quand même dans une logique d'une dynamique plus forte de la dette publique française par rapport à la dette publique de nos partenaires de la zone euro, avec effectivement, par contre, l'accident qu'il y a eu lors de la crise de la zone euro à la fin des années 2010 avec les économies du Sud et puis l'Irlande. Et puis je pense qu'il y a une autre considération importante, c'est qu'il y a eu quand même une augmentation assez forte de la dépense publique sur les 40 dernières années, puisqu'on est passé à peu près de 40% du PIB à 57% du PIB. Le troisième plus important niveau de dépenses publiques rapporté au PIB par rapport à l'OCDE ou aux pays de la zone euro. Je crois qu'il y a le Danemark qui est hors de la zone euro et la Finlande qui est dedans, qui ont une dépense publique sur PIB plus importante que la nôtre. Enfin, je mettrai quand même le lien avec le sujet du solde extérieur. Parce que la France est depuis 2005 en situation de déficit jumeau, c'est-à-dire qu'elle a et un déficit budgétaire, un déficit public, mais également un déficit de sa balance extérieure. Et c'est-à-dire le rapport entre ce qu'on achète et ce qu'on vend. Grosso modo, c'est la balance commerciale ou la balance des paiements courants. Et il y a une analyse assez fine qui est faite dans le rapport Pisani-Ferry sur ce point, où globalement, la position extérieure nette de la France est passé entre 2000 et 2012, je cite le rapport, de plus 270 milliards d'euros à moins 430 milliards d'euros. Donc en une douzaine d'années, ça veut dire que la nation française, pas seulement le secteur public, a une dette sur l'extérieur de 20% du PIB alors qu'elle avait une position excédentaire il y a quelques années. Et par exemple, la comparaison classique qu'on fait avec la dette publique du Japon, la dette publique de l'Italie, ce sont des pays qui ont traditionnellement des balances extérieures positives, alors que la France, depuis une quinzaine d'années, a dégradé sa position extérieure. C'est-à-dire que la France a besoin de trouver de l'argent à l'extérieur pour financer
l'ensemble de ses engagements, et notamment sa dette publique négociable française, qui est détenue entre 60 et 70% par des non-résidents. D'accord. Voilà, Bon, voilà écoutez, ce voilà la précisément situation de contexte. encore compliquée un petit peu. Christophe Rameau, j'aimerais qu'on en revienne tout de même à un moment à des considérations peut-être non pas plus générales, mais qui permettent aux auditeurs qui nous écoutent peut-être de comprendre un petit peu en quoi ce qu'on vient de décrire, donc même si, enfin voilà, qui apparaît quand même assez grave, quoi qu'il arrive, comparativement à d'autres pays de l'OCDE, de l'Union européenne. En quoi ce qu'on vient de décrire, notamment, aboutit à ce qu'on peut lire dans le rapport Pisani-Ferry, et donc à la nécessité d'un certain nombre de réformes, et notamment sur cette question de l'État social. Voilà, on nous dit on ne peut plus jouer sur les recettes fiscales, il faut jouer sur les dépenses. Et parmi les dépenses, celles sur lesquelles on peut avoir vraiment un levier, c'est celle de l'État social. Donc, c'est-à-dire de la sécurité sociale, de l'éducation, de tout ce qui est public, en quelque sorte. Oui, je suis en total désaccord avec ce diagnostic du rapport Pisani-Ferry. Et comment dire, pour éviter, parce que là, dans la première partie de l'émission, on a eu un discours complètement catastrophiste. On sort des chiffres, et puis on en rajoute avec des éléments hors bilan qui, de mon point de vue, n'ont aucun sens. C'est comme si on mettait le salaire futur des fonctionnaires dans les engagements de l'État aujourd'hui. Si on comptabilisait les retraites... Si on paye les fonctionnaires un jour, il faut bien l'intégrer. Bon. Non, mais on va pas comptabiliser les salaires qu'on va verser pendant un siècle aux fonctionnaires dans la dette d'aujourd'hui. C'est totalement stupide de raisonner ainsi, de mon point de vue. Bon, passons. Par contre, pour mettre l'accent sur le bon côté de la dépense publique, parce que c'est ce qu'il faut en fait redécouvrir. Hein, je pense qu'il faut sortir de ce discours catastrophiste qui ne mène nulle part, qui justifie des politiques d'austérité qui en fait approfondissent le problème de la dette. Un point très important là-dessus, avant de revenir sur le volet en positif. Les pays qui ont été le plus loin dans l'austérité, c'est-à-dire qui ont réduit leurs dépenses pour réduire leurs dettes, ce sont lesquels ces 3 dernières années en Europe ? C'est la Grèce, le Portugal, l'Espagne. Alors eux, ils ont été très très loin dans l'austérité budgétaire. Ils ont appliqué les préconisations du rapport Pisani-Ferry, puissance 2 en quelque sorte. Ils ont coupé drastiquement dans les salaires, dans les effectifs, etc. Résultat des courses. Quels sont les pays qui, à votre avis, ont vu leur ratio de dette publique augmenter le plus ces 3 dernières années ? Eh bien, ces pays-là, justement. Et de très très loin. La dette publique a augmenté de plus de 20 points de PIB dans ces pays-là, alors qu'en France, ça a augmenté de 4-5 points. Donc on voit bien que ce sont les politiques d'austérité qui contribuent à augmenter la dette. Et c'est parce qu'on mène des politiques d'austérité depuis 1974, effectivement, que la dette a augmenté. Alors sur la dépense, le bon côté de la dépense. Dans la dépense publique, alors d'abord, un point de méthode très important. Quand on dit que la dépense publique, c'est 1100 milliards, un peu plus de 1100 milliards, et que ça représente 57% du PIB, à nouveau, ce n'est pas faux. Mais il faut savoir que la dépense publique, ce n'est pas une part du PIB. C'est-à-dire que quand on entend ce chiffre de 57%, ce que les auditeurs tout de suite imaginent, c'est qu'il ne reste plus que 43% pour le privé. C'est totalement faux. En calculant la dépense privée comme on calcule la dépense publique, je me suis livré à ce petit exercice, on arrive à 200% du PIB. Vous voyez ? Donc la dépense publique, en fait, ce n'est pas une part du PIB. La dépense publique, ça représente 1100 milliards, mais ce n'est pas une part du PIB. Ça ne veut pas dire qu'il reste que 43% pour le privé, absolument pas. Mais ça n'a alors, pas dans la aucune dépense publique, incidence sur la croissance. je vais vous préciser. La dépense publique, en fait, c'est ce qui soutient la dépense privée. Qu'est-ce qu'il y a dans la dépense publique ? Dans les 1100 milliards, vous en avez 650 milliards, plus de 50%, qui est constitué de prestations sociales, c'est-à-dire des pensions de retraite. Et en France, on pourrait être fier. On est le pays au monde où on fait le mieux vivre nos retraités, où le taux de pauvreté parmi les retraités est le plus bas. On devrait être fier de cela. Ça coûte donc 650 milliards les retraites. Donc il y a 400 milliards, c'est les retraites, les allocations chômage, les allocations familiales, ce qu'on appelle les prestations sociales en espèces. Et vous avez près de 200 milliards, ce sont les prestations sociales en nature, c'est-à-dire c'est des frais engagés par les ménages, logement, l'allocation logement, remboursement des soins. Tout ça, c'est donc plus de la moitié de la dépense publique. En fait, ce sont des sommes qui sont prélevées, mais qui sont immédiatement reversées aux ménages pour soutenir leurs dépenses privées. Donc ça soutient la dépense privée. L'autre volet de la dépense publique, c'est quoi ? Pour l'essentiel, ça sert à payer le travail productif des fonctionnaires. Quand vous marchez sur le trottoir, quand un enfant rentre à l'école, il ne met pas une pièce, vous ne mettez pas une pièce. L'accès est gratuit. Mais en fait, ce n'est pas gratuit. Il faut bien le payer, puisque les gens qui ont produit ces services, eh bien, ils doivent être payés. Ce sont des fonctionnaires. Eh bien, comment on les paye ? On les paye par l'impôt. Donc, l'autre volet de la dépense publique, ça sert à payer le travail des productifs des fonctionnaires. Alors, la question qui se pose, c'est ça la bonne question.
C'est est-ce que ces activités qui sont prises en charge par le public seraient-elles mieux prises en charge par le privé? La réponse est non. Regardez la santé américaine, c'est catastrophique et ça coûte plus cher. 2 ans et demi d'espérance de vie en moins aux États-Unis. Ils ont moins de dépenses publiques. Mais nous, on a 2 ans et demi d'espérance de vie en plus. On devrait être fiers de cela. Vous pouvez prendre comme ça tous les exemples. En fait, on s'aperçoit que ce qui est pris en charge aujourd'hui par le public, tant en matière de prestations sociales que de services publics, eh bien, quand c'est pris en charge par le privé, c'est pris en charge de façon beaucoup moins efficace et plus injuste socialement. Jean-Yves Archer, on arrive à un point essentiel et je vous redonne la parole, Pierre-François Guiffès. Oui, je m'en doute bien. Mais je voulais redonner la parole à Jean-Yves Archer qui n'a pas parlé depuis longtemps, pour réagir sur cette question de l'efficacité qui vient d'être posée par Christophe Rameau, qui est aussi au centre du rapport Pisani-Ferry, puisque, vous venez de citer la santé, mais par exemple, le rapport Pisani-Ferry parle de l'éducation et nous explique qu'en matière d'éducation secondaire, l'Allemagne dépense moins que la France pour des meilleurs résultats, selon évidemment des classements qui sont les classements PISA. Voilà, donc on voit que la question de l'efficacité, non pas pour comparer entre public et privé, mais entre différents secteurs publics, c'est pas parce qu'on dépense plus qu'on est plus efficace. Vous êtes au courant que les Allemands ont beaucoup moins d'enfants, hein? Oui. Bon. Alors, pour poursuivre justement ce que dit Christophe Rameau, tout à l'heure, moi je n'ai pas souhaité sombrer dans le catastrophisme. Au contraire, un point que je rappelle, on a 18 années de pression fiscale si on prend toutes les dettes, y compris celles qui sont in futurum, comme on dit. Bon, moi ça ne me choque pas. Quand les gens démarrent dans la vie, quelquefois ils s'endettent pour 20 ans. On a failli évoquer des questions de profession réglementée. Les chauffeurs de taxi, quand ils achètent une plaque à 220 000 €, ils s'endettent quelquefois sur 20 ans. Vous ou moi, et ne soyons pas trop personnels, mais on s'est peut-être endetté sur 20 ans quand on a acheté une maison principale ou secondaire, etc. Bien. Donc c'est pas choquant d'avoir une nation. En revanche, comme le disait notre interlocuteur depuis Rennes, ce qui est embêtant, c'est la dynamique de la dépense publique. Ça, c'est vrai que la crise actuelle et la stagnation, évidemment, qu'on connaît, l'atonie qu'on connaît, pose un problème. Bon. Il y a une deuxième chose sur l'aspect de la société bloquée. Moi, j'ai été très étonné dans le rapport Pisani-Ferry par une chose, c'est que nulle part on est dit que les fonctionnaires sont des consommateurs. Dans ce que vous venez de dire, on peut rajouter une chose, c'est que sur les 6 millions d'agents publics, ce sont des gens qui payent de la TVA. On a toujours l'impression, vous savez, que c'est une charge pour la nation et que jamais ils ne consomment. Mais quand un fonctionnaire va acheter une voiture, petite, moyenne ou grosse, suivant son grade et sa possibilité, par définition, c'est un consommateur et il soutient bel et bien l'activité privée. Alors, je ne suis pas un étatiste à tout crin, et voilà. Mais d'un autre côté, il ne faut pas quand même sans arrêt stigmatiser les fonctionnaires en prenant simplement leur feuille de paye et le coût qu'ils auraient pour la nation, sans voir ce que de l'autre côté, ils représentent pour la nation. 1, par leur travail, et vous l'avez dit, et 2, par leur contribution à l'activité. Pierre-François Guiffès. Oui, de toute façon, il y a peut-être un point de consensus qui pourra se dégager. En tout cas, pour moi, la dépense publique, elle est a priori ni bonne ni mauvaise. Il faut l'organiser, la mettre en œuvre de façon qu'elle soit efficace, utile et qu'elle génère de l'équité et du bien-être pour l'économie. Donc moi, je ne peux pas a priori. Donc jugeons plutôt... Et aujourd'hui, vous estimez qu'elle génère ce bien-être et cette équité, ou est-ce qu'elle est plutôt déficiente en France? Moi, je pense qu'en France, il y a un déficit assez large et assez profond d'évaluation des politiques publiques, de mesure de leur efficience, de vérifier si les objectifs qu'on leur assigne sont remplis, ce qui permettrait d'objectiver les débats plutôt qu'avoir des débats un peu de nature religieuse sur le caractère bon ou mauvais de la dépense publique. Ce que je voudrais quand même dire aussi sur la dépense publique, c'est qu'elle ne fait pas consensus, cette dépense publique en France. Et il y a un fait absolument très clair là-dessus, c'est que depuis 40 ans, nous sommes en déficit. C'est-à-dire que les Français ne sont pas d'accord pour payer des impôts au niveau des dépenses publiques. Par exemple, on a des dépenses publiques assez comparables à celles du Danemark, toute une série de pays d'Europe du Nord, mais ces pays acceptent d'avoir des prélèvements obligatoires correspondant à ce niveau de dépenses publiques. Je veux dire, il y a un débat en France sur le niveau de TVA. Les pays comme la Suède, la Finlande ou le Danemark acceptent des taux de TVA de 25% qui leur permettent d'avoir une dépense publique. Donc nous, globalement, l'équilibre français sur les 40 dernières années, c'est-à-dire, certes, on est d'accord pour avoir des dépenses publiques importantes et croissantes, qui sont passées de 40 à 56% du PIB. Certes, on est d'accord pour avoir augmenté à un niveau relativement élevé les prélèvements obligatoires, jusqu'à un niveau de 46%, ce qui est à peu près inédit, à part les pays d'Europe du Nord dans le monde OCDE. Mais par contre, pour faire le joint, il a fallu des déficits. Et donc, il a fallu stocker de la dépense dans la dette qui a beaucoup augmenté, qui donne de la dynamique.
Alors, par exemple, une dépense. Alors, donc, les sujets de l'efficacité de la dépense que vous avez cités dans votre question me paraissent assez centrales. Bon, PISA donne, je ne sais pas si c'est une bonne métrique, mais dit qu'on n'est pas très performant. Est-ce que les dépenses importantes qu'on met dans l'éducation nationale sont en regard, effectivement, des résultats qu'on obtient? Et après, il y a le sujet des retraites. Je pense que c'est un sujet important. L'écart de dépenses publiques entre la France et les pays de la zone euro, c'est à peu près 9 points de PIB, dont à peu près la moitié sur les retraites. Donc les Français ont fait un choix collectif d'avoir des niveaux de retraite plus importants, même si on intègre aux dépenses publiques de retraite les systèmes privés qui existent comme certains pays. Et donc je pense que, comme il y a une dynamique très forte de ces dépenses sociales et notamment des dépenses de retraite, il y a quand même derrière un débat auquel on ne pourra pas éluder d'une certaine solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire, certes, c'est bien d'avoir des retraites généreuses, mais certes, c'est quand même beaucoup moins bien d'avoir des jeunes avec un taux de chômage qui est le double du taux de chômage classique à 25%. Voilà ce que je voulais dire. Alors, vous citiez le problème du consentement des Français, en quelque sorte, à la dette. On a parlé beaucoup du consentement à l'impôt. Il y aurait peut-être un consentement à la dette. Je voulais juste citer ce sondage BVA que j'ai sous les yeux d'octobre 2013 qui montrait tout de même que 82% des personnes interrogées considèrent qu'une société juste, et on peut penser que tout le monde veut une société juste, donc qu'une société juste doit couvrir les besoins de base de ceux qui ne peuvent les assumer seuls, la santé, l'éducation, la nourriture, le logement. Donc on voit bien qu'il y a une volonté très 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 majoritaire des Français que ces besoins-là soient couverts pour ceux qui ne peuvent pas se les payer eux-mêmes, et 58% estiment qu'une société juste doit réduire au maximum les inégalités entre les individus. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile de savoir ce que veulent les Français, parce que parfois ils veulent un peu tout et son contraire, c'est-à-dire qu'une société juste, mais ne pas payer pour cette société juste. Donc à quoi faut-il se fier, Christophe Rameau? Est-ce qu'il vaut mieux se fier à la volonté d'une société juste ou à la volonté de ne pas payer trop d'impôts? D'abord remettre effectivement les choses en place. La dépense publique joue un rôle majeur dans la réduction des inégalités, dans notre pays comme dans tous les pays, c'est colossal. Si vous prenez le partage primaire des revenus, c'est-à-dire avant toute redistribution, avant tout paiement des impôts, avant toute prestation sociale, vous avez sur le partage primaire des revenus, c'est-à-dire les salaires ou les revenus du patrimoine, eh bien, vous avez une inégalité entre les 20% les plus pauvres et les 20% les plus riches qui va de 1 à 9. Eh bien, en fait, quand vous intégrez les impôts, ça se réduit un peu. Mais en fait, l'essentiel de la réduction des inégalités, ça passe par la dépense publique, par les prestations sociales et par la consommation de services publics. Et donc, quand vous additionnez tout le système de redistribution, à la fois les prélèvements, mais surtout la dépense, vous passez de 1 à 9 à 1 à 3. C'est colossal, la redistribution. Alors, un point majeur, effectivement, comment nous vivons en société. Il y a besoin, l'idée de la dépense publique, c'est une idée toute simple. C'est l'idée que, bien entendu, qu'on a besoin d'initiatives privées. Bien entendu que la dépense publique doit être évaluée. Tout comme d'ailleurs, on devrait évaluer la dépense privée, si je puis me permettre. Un petit mot au passage. La dette privée, c'est plus de 100% du PIB. 120% à peu près. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a jamais de discours alarmiste sur le thème. Oh, la dette privée est effroyable. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on s'alarme sur la dette publique, qui est trop élevée, certes, aujourd'hui, et pas sur la dette privée? Mais parce que derrière tout ça, il y a l'idée que le privé est productif alors que le public est totalement inefficace. Ce qui est totalement faux. Donc, on vit dans des sociétés. Donc, l'idée de la dépense publique, c'est l'idée qu'il y a une partie de l'intérêt général qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. Voilà. À l'inverse de ce que pensent les libéraux. Et donc, il y a besoin de le faire prendre en charge par la puissance publique. Alors après, on peut discuter le niveau, la décentralisation, mais parce que c'est éminemment plus efficace. Un dernier petit point. La dépense publique, c'est pas d'abord pour les pauvres. Notre société consacre très très peu d'argent pour les pauvres. Insuffisamment d'ailleurs. Il faudrait l'augmenter considérablement, cette part-là de la dépense publique. Il faut savoir que le RSA, c'est moins de 1% du PIB. Alors que ça fait vivre des millions de personnes. La France fait partie des pays qui indemnisent le moins ces chômeurs en termes de volume. Donc, quand on parle de dépenses publiques ou de prestations, on pense tout de suite prestations sociales et parfois on pense immédiatement RSA. Mais c'est stupide, le RSA, c'est une toute petite partie de la dépense publique. L'essentiel de la dépense publique, en France comme ailleurs d'ailleurs, ça fait vivre tout le monde. Ça fait vivre les retraités, c'est l'éducation, c'est sur tous les services publics. Alors, un dernier point. Pourquoi la dépense publique est un tout petit peu plus élevée en France qu'ailleurs? Pour 2 raisons. Il n'y a que 2 raisons. Nos services généraux, etc., on est dans la moyenne partout. Le fonctionnement général de l'État, tout ça, on est dans la moyenne. On est dans la moyenne internationale. Il n'y a que 2 raisons qui font qu'on est légèrement au-dessus. Éducation, parce qu'on a plus d'enfants que dans la plupart des pays européens, et retraite, parce qu'on a fait le choix social de faire vivre dignement nos retraités.
Voilà. On est le pays au monde où le taux de pauvreté chez les retraités est le plus faible. Veut-on baisser la dépense publique, c'est-à-dire augmenter ce taux de pauvreté chez les retraités? C'est ça le projet d'émancipation qu'on nous propose? Bon, alors je crois qu'on est tous d'accord, malgré tout, il y a quand même un élément de consensus, comme le soulignait Pierre-François Guiffet, c'est que l'État social n'est pas qu'une charge, c'est aussi, on l'a compris, quelque chose qui participe à l'économie. Alors maintenant, la question peut-être pour les dernières minutes, puisque on a établi cela et le rapport à la dette, voilà, on a au moins peut-être réussi à faire cela. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'État social tel qu'il existe en France aujourd'hui est efficace et bon, et ce qu'il ne faut pas réformer, c'est ce que propose notamment le rapport Pisani-Ferry. On a vu d'autres propositions, voilà, pour changer ce modèle, désigné souvent comme un modèle corporatiste, voilà, pour aller vers un modèle plus universaliste. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus, Pierre-François Guiffes? Oui, donc, il y avait un tout petit point sur effectivement la contribution effectivement de la dépense publique à la consommation et à l'activité économique. Alors, c'est vrai, mais je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que nous sommes en économie ouverte et que si les entreprises françaises sont incapables d'adresser la demande qui leur est faite parce qu'elles ne sont pas compétitives ou elles ne sont pas adaptées aux produits, ben globalement, on sert la demande des autres pays. C'est ce qui s'est passé, ce qui a été considéré plutôt comme un échec lors de la relance Chirac de 75, de la relance Mauroy de 80-82. Il a fallu arrêter brutalement ces expériences parce qu'on était face à une crise de balance des paiements. Alors sur le modèle social, en fait, le sujet, c'est que pour le moment, il augmente plus vite que la croissance économique. C'est-à-dire que moi, j'ai calculé sur la base des statistiques disponibles, enfin les statistiques publiques INSEE disponibles, je crois qu'ils commencent en 1995. Le modèle social, la partie protection sociale de ce que M. Rameau appelle l'État social, augmente de 0,8 points de PIB de plus que la croissance économique. Et j'avais fait un calcul un peu coquin qui consiste à dire qu'en 2143, la dépense sociale française, c'est-à-dire protection sociale plus santé, représentera 100% du PIB. Donc on a quelque chose qui est globalement sur lequel il va falloir probablement un petit peu calmer la croissance en trouvant effectivement des modalités pour y arriver. Il y a des modalités extrêmement bestiales. La méthode qui était un petit peu intégrée dans le programme de Manuel Valls, qui consiste à désindexer les prestations sociales. Il y a en mesurer l'efficacité, il y a lutter contre l'entrée des cotisations sociales, mais également lutter éventuellement contre la fraude. Il y a vraiment regarder l'efficacité de cette dépense en intégrant effectivement des objectifs de soutenabilité de cette dépense. Alors, il y a des gens Madame Merkel a dit que l'Europe peut pas avoir 7% de la population mondiale, 25% de la production et 50% de la protection sociale. Donc, je pense qu'il faut adapter ce modèle. Je pense qu'il fait partie de l'identité française et européenne, mais à une économie mondialisée dans laquelle, globalement, il faut que nos entreprises restent performantes pour que le système puisse survivre, ne s'arrête pas de façon brutale, comme ça s'est un petit peu passé quand même en Grèce ou au Portugal, où effectivement il y a eu une baisse très très violente des prestations sociales face à une crise de financement externe très lourde. Mais alors, j'ai un peu de mal à comprendre, Jean-Yves Archer, peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer. Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire payer à l'État-providence, à l'État social, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas responsable de la crise que nous sommes en train de vivre? Pourquoi faudrait-il lui faire payer à lui les conséquences de cette crise? Alors que, après tout, on l'a dit, ça participe à la croissance, ça soutient les plus faibles, et même pas que les plus faibles, ça soutient tout le monde. Enfin voilà, pourquoi cette pente? C'est l'éternel débat de savoir si la dépense publique peut être restreinte, contenue en période de croissance économique faible. Comme l'a très bien démontré tout à l'heure Christophe Rameau, ça a été fait sur injonction de Bruxelles ou pas, c'est même pas la question. Ça a été fait dans des pays du Sud et on sait très bien que l'ajustement social a été extrêmement brutal pour des millions de gens. Alors après, ça dépend de la conception qu'on a de l'économie. Où on prend l'économie devant un tableur Excel et on se dit tout doit tomber juste et tout doit être parfait, où on se souvient que c'est aussi une matière et une science sociale. Une science sociale, absolument. Et
Je voudrais vous rappeler une chose, c'est la réticence de l'État, j'en ai parlé avec la députée Karine Berger à plusieurs reprises, de manière Député socialiste, comment dire, à la économiste. À la limite, je n'ai pas regardé j'ai plus regardé son écharpe tricolore que son étiquette. Je ne suis pas un homme d'étiquette, c'est pas le sujet. Le sujet, quand il y a un pays à redresser, c'est pas un problème d'étiquette. Ce serait de trouver un consensus plus intéressant. Eh bien, écoutez, j'invite vos auditeurs à regarder, c'est facile, hein, c'est quand même pas un texte obscène. C'est l'article 24 de la Constitution qui a été réformé en 2008 et on a rajouté la ligne suivante. Le Parlement évalue les politiques publiques. Point. Ça n'a jamais été fait. Il y a toujours des offices d'évaluation parlementaire, etc., les petites choses qui existaient avant, mais il n'y a jamais eu de grande campagne d'évaluation des politiques publiques faite par des missions parlementaires vraiment outillées. Et ce qui m'a étonné dans le rapport Pisani-Ferry, je le dis avec le plus grand respect pour l'homme, parce que ça prouve qu'il y a eu beaucoup de travail, c'est de voir le nombre de gens qu'ils ont auditionnés pour à la fin un document qui est assez copieux, mais qui n'aborde pas, par exemple, ça a été ma grande frustration, le financement de l'économie française, qui est à mon avis le financement bancaire de l'économie française. Qui est un autre sujet, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Je voudrais juste, pour les dernières minutes qui nous restent, passer à un autre point de ce rapport Pisani-Ferry, et qui, moi, m'a semblé être un point assez important, c'est de dire qu'il fallait réorienter les mécanismes de solidarité, le modèle social français, le réorienter pour mettre l'emploi au cœur des objectifs. Alors, qu'est-ce que ça signifie de dire qu'un modèle social doit mettre l'emploi au cœur des objectifs ? On se souvient de Tony Blair, par exemple, qui disait une politique de gauche, c'est une politique qui donne de l'emploi avant d'être une politique qui soutient ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on a un modèle social qui crée du chômage ? Comment interpréter cette exigence, cette injonction, Christophe Rameau ? Deux visions. Première vision libérale. S'il y a du chômage et des problèmes d'emploi, c'est parce qu'il y a des rigidités sur le marché du travail. Donc il y a le salaire minimum, il y a les charges sociales, etc. Donc il faut baisser tout ça. Vision libérale, c'est l'idée qu'il y a un marché du travail. Vision keynésienne, qui est la mienne. Il n'y a pas de marché du travail, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des offreurs et des demandeurs qui se rencontrent, mais au niveau global, au niveau macroéconomique, ce qui détermine le niveau de l'emploi, c'est le niveau de la croissance. Et donc, je pense que sur tous les sujets qui nous ont intéressés ce soir, la question centrale, c'est celle justement de l'activité, qui convient de réorienter d'ailleurs. Réorienter pour la rendre soutenable d'un point de vue écologique. Et à nouveau, on a besoin de dépenses publiques. On aurait l'Europe aujourd'hui qui souffre d'un chômage de masse. On est la zone économique, on est le grand malade de l'économie mondiale. Eh bien, elle pourrait avoir un fantastique projet qui est, à l'aube du XXIe siècle, eh bien, d'être la zone économique en pointe en matière de transition écologique. Et ça suppose des investissements publics massifs. Rénovation thermique des bâtiments, tout ça, les ménages peuvent pas assumer ça tout seuls. Transport collectif, énergie non carbonée, tout ça, ça suppose des investissements publics et généralement peu délocalisables. Donc c'est bon, y compris pour les comptes extérieurs. Voilà, donc on a vraiment là des perspectives qui seraient remarquables et qu'on ne saisit pas. Donc en matière d'emploi, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de l'activité. Ce qui plombe l'emploi en France, ce ne sont pas les rigidités sur le marché du travail. On n'a pas arrêté de flexibiliser depuis 20 ans, depuis 30 ans. On n'arrête pas, on ne cesse de faire ça. Alors maintenant, on s'attaque aux professions réglementées. Pourquoi pas, me direz-vous ? Enfin, si on croit que c'est avec ça qu'on va réduire le stock de 5 millions de chômeurs, là, c'est comme la réforme territoriale, vous voyez ce que je veux dire ? On envoie des leurres, pour en quelque sorte amuser la galerie, et détourner le grand public des enjeux véritables qui est quelle politique économique mettre ce gouvernement. Et ce gouvernement, comme malheureusement les autres gouvernements européens, aujourd'hui en Europe, on a une course à l'échalote en matière d'austérité. Notre seul objectif en matière de politique économique, c'est de faire de l'austérité plus que nos voisins pour leur piquer des parts de marché. Voilà. Et donc, résultat des courses, la zone euro aujourd'hui a 3% d'excédent commercial vis-à-vis du reste du monde. On fait pire que la Chine. Alors, notre interlocuteur de Rennes serait satisfait. Il nous dirait « Ah, on a un excédent commercial. » Mais non, c'est une véritable catastrophe. On fait pire que la Chine. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des relances salariales, augmenter les bas et les moyens salaires partout en Europe, plus dans les pays excédentaires, l'Allemagne, de façon à ce qu'elle résorbe par le haut ses excédents. Il faut augmenter la dépense publique et c'est comme ça qu'on va retrouver de la croissance. Pierre-François Gouifest, une réponse ? Oui, enfin moi je veux pas être dans un monde binaire. Je pense qu'il peut y avoir du chômage qui est provoqué par des rigidités sur le marché du travail, donc l'approche effectivement libérale classique. Je suis pas sûr qu'on ait tant libéralisé ça que le code du travail qui fait 3000 pages, qui fait partie du modèle social français. Et on peut également avoir du chômage avec les jurisprudences.
Et avec la jurisprudence et Non, mais il y a la jurisprudence sur les 3000 pages. Vous savez bien qu'il y a la jurisprudence. Si on l'enlève, il ne fait pas 3000 pages. Mais je ne vous dis pas qu'il est aisé à lire et confortable. Hein. Voilà. Pierre-François Guiffès. Il peut y avoir un chômage lié à l'insuffisance de la demande. Je pense qu'on peut avoir les deux en même temps. Enfin, l'idée du rapport Pisani-Ferry, vous avez rappelé Tony Blair, c'était quand même un système dans lequel, effectivement, des gens qui travaillent dans de bonnes conditions, globalement, ils contribuent à l'activité. Ils ont moins besoin de soutien de la sphère publique et globalement, ils apportent effectivement des ressources à la sphère publique. Donc peut-être qu'on peut arriver, en tout cas je pense, je sais pas, c'est un message simple, j'ai pas lu de façon détaillée cette partie du rapport, c'est peut-être un système, peut-être un peu idéaliste, dans lequel effectivement un surcroît d'activité permet de financer les dépenses publiques et donc le modèle social tout en donnant de l'activité et renforçant l'emploi de la plus grande partie de la population, avec, à mon avis, un sujet crucial pour les pays d'Europe, et notamment les pays d'Europe du Sud, c'est quand même le drame structurel du chômage des jeunes. Je veux dire, où on arrive des taux de chômage totalement délirants en Italie, en Espagne, en Grèce et même en France, qui ont une grosse différence avec les pays d'Europe du Nord, qui apparaissent d'avoir à peu près mieux équilibré leur affaire. Et pour répondre sur un autre point de l'intervention de Christophe Rameau, notamment l'investissement en matière écologique, je renverrai vers un essai qui a été publié récemment par Éloi Laurent, le bel avenir de l'État-providence, dans lequel justement Éloi Laurent marque l'importance de l'investissement, notamment en matière écologique. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens ou parce qu'on n'a pas la volonté de cela, Pierre-François Guiffès? J'ai pas d'opinion, enfin sur la question de la relance finalement, oui, de l'investissement. Oui, est-ce que le progrès technique, je pense que c'est une question assez compliquée. Je préfère pas répondre parce que je ne connais pas assez bien. Bon, très bien. Peut-être que honnête, on peut pas tout savoir sur tout, et votre honnêteté vous honore. Tout le monde ne l'a pas. Jean-Yves Archer. Sur cette question de la relance aujourd'hui? Non, ce que je pense, la question de la relance, bien sûr, elle est essentielle, mais ce qui est étonnant, c'est que nous sommes dans un pays où l'ensemble des gens se focalisent sur une ou deux idées. Mettons les charges sociales. Alors on va prendre un exemple. Si vous prenez le bilan des grandes entreprises, exemple CAC 40, quand elles vendent 100 en chiffre d'affaires, le poste salaire avec charge ne représente que rarement 25%. Et il est souvent en dessous. D'accord ? Donc, si vous baissez les charges, mettons, de 10%, ça veut dire que, tout le monde peut faire le calcul de tête, on est sur du 2 points quelque chose, etc. Or, ce sont des entreprises qui, généralement, après impôt, sortent 5 points nets après impôt. Donc, ça veut dire, de bénéfices, bien sûr. Donc, ça veut dire que quand on se focalise sur les charges sociales et sur, quelquefois, 1/10 des total des charges sociales, on est vraiment sur la tête d'épingle, sur le chat de l'aiguille. Bon. Alors qu'à côté de ça, ce qu'on appelle en économie les externalités, c'est-à-dire toutes les productivités qui peuvent venir d'autres facteurs, peuvent être très intéressants à jauger. Très rapidement, Christophe Rameau, je crois que vous vouliez réagir. Oui, sur l'investissement public. L'investissement public en France, ça représentait 4% du PIB. 2,5 non, mais 4% dans les années 70 et on n'est qu'à 2,5 aujourd'hui. Donc on voit bien le problème. Or, il y a des besoins insatisfaits en matière écologique, et c'est lié d'ailleurs, le logement. On a une crise terrible du logement aujourd'hui en France. La bulle immobilière est compris nourrie par le fait qu'il n'y a pas suffisamment de logements. Et là, qu'est-ce qui se passe avec l'austérité ? Quel est le principal poste dans lequel coupent aujourd'hui les collectivités locales en matière d'investissement? Parce que ce qui est nouveau avec la MAP de la gauche par rapport à la RGPP de la droite, c'est qu'on l'a étendu aux collectivités locales, l'austérité budgétaire. Eh bien, ils coupent d'abord dans les investissements, notamment locatifs. Et là, on a un vrai drame à la fois social et à nouveau économique. Le logement, c'est aussi un point important de ce rapport Pisani-Ferry dont on a un peu parlé, mais on a beaucoup plus parlé de la dette, de l'état social. Voilà, on a essayé de replacer un petit peu les choses, de les mettre à plat. Clairement, je l'espère. Merci Christophe Rameau, Pierre-François Guiffès depuis Rennes. Donc merci aux équipes de France Bleu Armorique et merci à vous, Jean-Yves Archer. À la réalisation ce soir, c'était Anne-Laure Chanel, à la technique Juliette Delpérou. On se retrouve demain. Bonne soirée à